On accueille notre président à tous, Nicolas, pour les actualités du CNP. Merci. Arrête Jean-Philippe, s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si la présentation est... voilà, très bien. Donc, je suis ravi d'être présent ici. Au nom du Conseil national professionnel de médecine intensive réanimation. Donc merci au CREF et au comité d'organisation de m'avoir proposé de venir vous parler d'actualités qui sont assez nombreuses et on pourra en rediscuter. Donc la première actualité, c'est qu'on a désormais un logo qui est en haut à gauche sur la diapositive, ce qui est quand même beaucoup plus facile pour communiquer et voilà, donc on a mis en place ce premier logo. J'ai pas de conflit d'intérêt, je vous ai présenté mes conflits d'intérêt académiques et ceux liés à des industriels, mais mon premier conflit d'intérêt, c'est d'être très investi dans la discipline et d'être président de ce Conseil national professionnel. Alors le CNP, qu'est-ce que c'est ? Puisque c'est quelque chose qui est quand même important. Donc c'est un Conseil national professionnel, c'est-à-dire que c'est une structure fédérative qui est régie en fait par des décrets. Il y a une double gouvernance en théorie, qui est scientifique et professionnelle, qui se veut être là pour réunir les différents professionnels issus des différents organismes représentatifs de la spécialité. Donc ça, c'est extrêmement important. Il existe un seul CNP par discipline médicale ou par spécialité médicale. Et on verra, il y a aussi des CNP pour les professions paramédicales, mais il n'y a pas de CNP d'infirmier de réanimation. Il y a un CNP d'infirmier et un CNP d'aide-soignant notamment. C'est un regroupement de toutes les composantes de la discipline et je vais vous montrer après quels sont les représentants de notre discipline. Le principe de la gouvernance, c'est qu'à partir du moment où il y a une représentativité de l'exercice professionnel à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, il faut que l'ensemble des modes d'exercice soient représentés, aussi bien le public que le privé. Et donc ça, c'est pareil, imposé par les décrets de 2019. Les missions sont multiples, il y a de nombreuses missions. Réglementairement, le CNP est en charge de définir les orientations prioritaires pour le développement professionnel continu et son organisation, on en dira un mot en fin de présentation. Il participe auprès des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et il va recueillir les besoins des professionnels pour permettre leur évolution professionnelle et le maintien des compétences. Il y a une mission concernant la certification périodique, on va voir, on en dira deux mots. Et puis le CNP peut être sollicité directement soit par les instances ministérielles, soit par l'ordre, soit par les agences régionales de santé et les employeurs pour des missions qui peuvent déplacer largement la problématique du développement professionnel continu. Et c'est principalement d'ailleurs une des grosses missions du CNP. Et puis, plus largement, c'est une structure de réflexion et d'information sur la politique de la discipline, sur les choix stratégiques. Et puis, ça peut servir de mission d'évaluation, d'expertise, de conseil. Et on dira un mot notamment de l'activité d'audit qu'a le CNP de médecine intensive réanimation. Alors la composition du conseil d'administration de notre CNP qui a été renouvelé là en début d'année, c'est qu'on représente, comme je vous l'ai dit, toutes les disciplines, enfin toutes les composantes de la discipline, à savoir la société savante, la société de réanimation de langue française, le collège des enseignants de médecine intensive réanimation, le syndicat des médecins réanimateurs, le collège des réanimations extra-universitaires qui organise ce congrès aujourd'hui. La spécificité, c'est qu'également on intègre les pédiatres, donc le groupement francophone de réanimation et d'urgence pédiatrique, les jeunes réanimateurs via l'Angemire, les réanimateurs du secteur privé via leur association de réanimateurs du secteur privé, et puis à titre d'invité dans le conseil d'administration, le conseil national universitaire en la qualité de Ferhat Meziani. Donc vous avez là tous les membres du conseil d'administration. Le bureau est plus principalement composé de ces personnes-là, moi-même
en qualité de président, 3 vice-présidents, un vice-président issu du groupement francophone pédiatrique, Olivier Brissot, Saad Enser qui représente la Société Savante, Vincent Peigne qui représente le Collège des réanimations extra-universitaires. J'ai un secrétaire général qui est Julien Mézel, un secrétaire général adjoint Christophe Guiton, une trésorière Caroline Bornstein et une trésorière adjointe Marion Giry au nom de l'association des jeunes MIR. Alors, l'activité du CNP, il est multiple. Il a été marqué là, cette dernière année, par la production à la demande d'une mission commune entre la Société de réanimation de langue française et le CNP d'établir des recommandations formalisées d'experts sur les effectifs médicaux et l'organisation du temps de travail. Donc c'est un groupe d'experts qui a été composé de membres à la fois de médecins réanimateurs exerçant dans le secteur hospitalo-universitaire, mais également extra-universitaire, dans le privé, dans les centres de lutte contre le cancer. Les réanimations pédiatriques et adultes étaient représentées. Et puis, une des forces de ces recommandations, c'est qu'elles ont impliqué également des directeurs de centres hospitaliers ou d'anciens directeurs de centres hospitaliers, et notamment Édouard Couty, ancien directeur de la DGOS, qui a accepté de participer à ces recommandations. Ça a permis une publication dans la revue de la Société Savante, Annals of Intensive Care, avec des recommandations qui vous ont été présentées en partie et que vous pourrez retrouver en détail. Donc beaucoup d'opinions d'experts, mais à chaque fois avec un fort agrément, ce qui est quelque chose d'important pour la validité de ces recommandations. Une méthodologie qui était très stricte et qui avait respecté celle des recommandations formalisées d'experts, donc définissant le nombre de médecins devant être présents pour un nombre de lits maximum en réanimation, pour un nombre de lits maximum qui est au nombre de 8 pour les unités de soins intensifs polyvalents, un nombre maximum de lits à gérer par un médecin sur le temps de la permanence des soins qui est extrêmement important. Et puis ça vous a été dit déjà tout à l'heure sur une volonté de réflexion à limiter le temps de travail, parce que là, pour le coup, il y a énormément de données de la littérature sur le sujet, à 16 heures par 24 heures, pour éviter qu'il y ait à la fois du burn-out et puis assurer une qualité, une sécurité des soins qui soit correcte. En dehors de ces recommandations, depuis janvier 2025 et le début du mandat, on a souhaité mettre en place plusieurs groupes de travail dans lesquels les recommandations, c'est que le pilote du groupe de travail est quelqu'un issu du conseil d'administration du CNP, mais qui sollicitera l'ensemble des praticiens du territoire pour ces groupes de travail et pour qu'on puisse produire un certain nombre de documents. Donc il y a un premier groupe de travail qui est sur les référentiels métiers et la production de textes qui ont trait à la profession, comme l'ont été les recommandations formalisées d'experts. Et donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième, c'est celui d'un groupe de communication, et je vous montrerai après, il est prévu qu'on ait une newsletter trimestrielle qui informe l'ensemble des professionnels de l'évolution et des questions qui sont posées au niveau du Conseil national professionnel. On a une mission de sollicitation par la DGOS pour la sélection des experts des PHRC, donc il y a aussi un groupe de travail qui est sollicité pour qu'on soit le plus représentatif possible de la profession de médecine intensive réanimation, et qu'on trouve parmi toutes les ressources qui sont les nôtres les experts. Un autre groupe de travail qui s'intéresse au registre du Conseil national professionnel, et le prochain registre qui va voir le jour, c'est celui des non-admissions en réanimation, qui était une commande de la DGOS suite à la mission EGAS après la crise Covid. Et donc on va proposer, on a déjà un cahier des charges, on est en train de trouver le prestataire qui va mettre en forme
l'outil électronique qui va permettre la diffusion de ce registre, mais il y a aussi d'autres registres qui sont dans les tuyaux et qui vont se mettre en place. L'autre chose, c'est qu'il y a une représentativité à la Fédération des spécialités médicales. La Fédération des spécialités médicales, c'est l'entité qui regroupe l'ensemble des CNP des disciplines médicales et qui est un organe extrêmement important dans lequel on a besoin d'une représentativité qui soit forte pour pouvoir marquer vraiment notre empreinte de transversalité et de multiplicité des interactions avec les autres disciplines médicales. Un dernier groupe de travail qui est celui des relations avec la fédération, avec l'AFNIR des infirmiers de réanimation, la Fédération nationale des infirmiers de réanimation, qui est quelque chose d'extrêmement important, même si c'est pas du rôle direct du CNP. Il me paraissait indispensable qu'on ait une collaboration avec nos collègues infirmières et paramédicales au sens plus large, incluant les aides-soignantes, puisque en fait on est des équipes et on ne peut pas faire autrement que de travailler en équipe. Donc l'objectif étant de développer des protocoles interprofessionnels qui permettent d'avoir à travers ces protocoles des procédures qui soient validées, reconnues, des délégations de tâches qui soient éventuellement réalisables pour les paramédicaux. Et on a soumis, mais je n'ai pas de réponse, un premier protocole de coopération en août dernier, mais pour l'instant la DGOS n'a pas répondu. Alors, l'autre élément important dans les actualités, c'est la certification périodique professionnelle. Donc, c'est quelque chose qui s'applique à tous les professions à ordre. Donc, elle a débuté, en fait. Elle n'est pas en place actuellement, mais elle a débuté officiellement au 1er janvier 2023. C'est une périodicité de 6 ans. C'est 2 cycles d'obligation de DPC, en fait. Elle va être gérée par... donc là, il y a un certain nombre de zones d'ombre encore, mais il y a un Conseil national de la certification périodique. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a 4 blocs qui vont composer cette certification périodique professionnelle et que c'est décliné dans un référentiel qui est établi par notre Conseil national professionnel, avec des actions qui vont être tracées dans un compte individuel que vous allez avoir, dans lequel vous allez mettre un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de valider cette certification périodique professionnelle. Et ça sera délivré a priori par le Conseil national de l'ordre avec des éléments qui sont fournis par le CNP. L'objectif n'est pas de contraindre par cette certification périodique professionnelle, c'est vraiment que ce soit les pairs de la discipline qui agissent et qui décident de ce qui peut rentrer dans cette certification professionnelle périodique, de manière à ce que on puisse valoriser un bon nombre des activités, et notamment la participation à différents congrès, dont celle du CREF. Donc les 4 blocs, c'est 4 blocs qui sont valides pour encore une fois, pour toutes les disciplines à ordre. Donc ça concerne aussi les paramédicaux, ça concerne les orthophonistes et bien d'autres professions à ordre. Le premier bloc, c'est celui de l'actualisation des connaissances et des compétences. L'autre bloc, c'est de renforcer la qualité des pratiques professionnelles. Il y a un bloc qui est celle de la santé du professionnel, parce qu'il a paru important pour les ministères de considérer qu'on ne pouvait donner des soins de manière qualitative que si on était nous-mêmes acteurs de santé dans un état de santé qui permettait de le faire, avec des actions sur la qualité de vie au travail. Et ce bloc est en cours de constitution sur le référentiel qui va le composer, mais on a pu voir à la journée de la FSM la semaine dernière qu'il y avait beaucoup d'initiatives de certaines disciplines qui étaient assez séduisantes.
Et puis le quatrième bloc, c'est celui d'améliorer la relation avec les patients et pas que les patients mais aussi les familles. Et c'est sûr que dans une activité comme la médecine intensive réanimation, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il faudra valider 2 actions par bloc tous les 6 ans, donc c'est-à-dire que vous allez voir que c'est pas forcément quelque chose d'insurmontable. La seule problématique, c'est que il y a encore des problématiques administratives qui ne sont pas complètement réglées. Les décrets entourant l'organisation de cette certification sont pas complètement parus, mais on a des données rassurantes de la part de la DGOS pour avant l'été, pour donner un vade-mecum et une façon de faire. Je vous donne quelques exemples des blocs validés par notre CNP. Voilà, il y a des actions présentielles qui ont trait à la réanimation. Il y a aussi des actions présentielles qui n'ont pas trait à la réanimation, puisqu'on fait des choses très diversifiées. Donc, vous pourrez piocher dans ce référentiel qui a été validé par la Haute Autorité de Santé pour le premier bloc, pour le deuxième bloc sur la qualité des pratiques professionnelles, et puis et notamment, vous voyez, de participer à des comités de fonctionnement de la discipline MIR, que ce soit des conseils d'administration des différentes composantes de la discipline, sont des choses qui peuvent être valorisées. Donc, comme ça vous a été dit tout à l'heure par Yann, vous avez tout intérêt à participer au conseil d'administration des composantes de notre discipline, que ce soit le collège, l'ASRLF, le CREF et toutes les autres instances, le syndicat et les associations diverses et variées. L'autre chose qui est importante, c'est qu'on est considéré comme d'autres disciplines, comme une discipline à risque, et à ce titre-là, en fait, on peut et on va pouvoir faire de l'accréditation en équipe, c'est-à-dire que c'est un engagement d'une équipe sur un plan d'amélioration de la qualité des soins, avec un référentiel qui est établi par un organisme accréditeur lié à la discipline. On a un organisme accréditeur pour notre discipline de médecine intensive réanimation. Et l'objectif, ça va être d'avoir dans les services, en fait, une volonté des équipes médicales et paramédicales de s'intégrer et de se lancer dans cette accréditation par équipe. Il va falloir qu'il y ait un référent de cette accréditation par équipe qui va se mettre en contact avec l'organisme accréditeur, et puis il va y avoir, Khaldoun me corrigera si je dis des bêtises, mais un certain nombre d'actions qui vont être mises en place, l'objectif étant d'améliorer le travail en équipe, d'améliorer la sécurité des patients, d'améliorer les pratiques professionnelles, et il y aura un programme qui sera établi avec des relations, un suivi régulier par un expert de l'organisme accréditeur. Et à ce titre-là, je vous engage à faire les formations à la Haute Autorité de Santé pour être expert accréditeur, ce qui permettra d'accréditer de plus en plus d'équipes. Et l'avantage, c'est que cette accréditation par équipe sera reconnue dans la certification professionnelle périodique pour un des blocs, et donc permettra, à travers ces actions qui ne sont pas des actions uniquement individuelles, mais des actions d'équipe, de valider des actions de la certification professionnelle périodique. Alors, autre élément important pour lequel le CNP a beaucoup travaillé, c'est la réforme des autorisations. Vous n'êtes pas sans savoir que désormais, on a des réanimations, enfin 2 niveaux de soins critiques, comme ça a été défini par le ministère et les décrets de 2022, l'activité de réanimation et l'activité de soins intensifs polyvalents, qui devient une activité soumise à autorisation, alors que actuellement, les autorisations de surveillance continue étaient uniquement contractuelles et pas soumises à autorisation. Maintenant, il y a une autorisation par le ministère et par les ARS dans un premier temps, avec une structuration qui est celle de plateaux de soins critiques, regroupant à la fois des lits de réanimation et des unités de soins intensifs polyvalents qui sont attenants à ces services de réanimation, et puis à côté des soins intensifs de spécialité qui peuvent être de la cardiologie, de la neurologie, de l'hépato-gastro-entérologie ou du respiratoire. Et puis une deuxième mention qui sont les unités de soins intensifs polyvalents dérogatoires dans des sites dans lesquels il n'y a pas de réanimation sur site, et donc
donc de la même façon, il faut que ces sites fassent un dossier de demande d'autorisation, et en l'absence de cette autorisation, il n'est pas possible d'accueillir dans ces services des malades requérant du soins intensifs polyvalents, en l'occurrence dérogatoire, puisqu'il n'y a pas de site, il n'y a pas de réanimation sur site. Et puis, tous les autres soins intensifs de spécialité, cardiologie, neurovasculaire, qui restent identifiés, mais pour lesquels probablement il va y avoir des discussions, puisque actuellement, il n'y a pas de critères pour rentrer dans ces unités, alors que nous, pour être financés pour nos malades qui rentrent en surveillance continue, il y a un certain nombre de critères qui ont été prolongés pour les USI polyvalentes dérogatoires et les USI polyvalentes contiguës à un service de réanimation, ce qui n'est pas sans poser problème, puisque à partir du moment où on s'appelle soins intensifs, on doit avoir les mêmes règles pour financer les séjours de nos malades. Et puis, il y a une évolution à travers le décret de 2022, mais qui met du temps à se mettre en place, mais pour lequel il y avait des ratios de personnel non médical qui ont été fixés à 2 infirmières pour 5 lits ouverts, alors qu'avant on parlait en termes de patients, ce qui pouvait poser problème. Une aide-soignante pour 4 lits ouverts, ça c'est pour les réanimations, et puis pour les soins intensifs polyvalents, c'est une infirmière pour 4 lits ouverts, une aide-soignante pour 4 lits ouverts le jour, et la nuit, le même ratio infirmier, un ratio AS qui est différent, puisque c'est une aide-soignante pour 8 lits ouverts. Il faut veiller dans chacune des régions, dans chacune des ARS, à ce que les dispositifs spécifiques régionaux qui avaient été demandés à être mis en place soient mis en place, que ces autorisations de soins intensifs soient délivrées. Parce que actuellement, en fait, la question qui se pose est celle du financement de la réanimation. Et quand on discute avec la DGOS, elle n'est pas capable de circonscrire le périmètre qui est celui des soins critiques, puisque ces autorisations n'ont pas été données. Donc on ne peut pas réfléchir aux modalités de financement. Je sais qu'il y a un certain nombre d'ARS qui ont fait le travail, d'autres ne l'ont pas fait, et je ne peux qu'encourager les professionnels à monter au créneau pour que justement on ait une reconnaissance de la mise en place de cette réforme qui, ça nous a été réaffirmé pas plus tard que la semaine dernière, sera mise en place quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de raison qu'elle ne se mette pas en place. Donc la feuille de route, si on devait en écrire une pour notre discipline, c'est celle-ci. L'objectif est de renforcer l'identité de la médecine intensive réanimation. On sait tous ce que le terme réanimation évoque. Le terme médecine intensive, c'est plus compliqué pour certains, en tout cas. Et donc à ce titre-là, on organisera des états généraux de la médecine intensive réanimation au printemps 2026. Auquel on associera les pouvoirs publics. L'objectif est de déployer le registre des non-admissions, et un certain nombre d'entre vous seront sollicités pour ces éléments-là. L'autre chose, c'est qu'on souhaite participer de façon proactive au groupe de travail de la DGOS en collaboration avec nos collègues des CNP, de l'anesthésiologie, réanimation, médecine périopératoire, pour les questions qui sont communes. Il va falloir développer et déployer la certification périodique et l'accréditation en équipe. Et à ce titre, on a intégré les réanimateurs pédiatres. Et puis, on va écrire un certain nombre de protocoles de coopération pour lesquels on sollicitera bien évidemment l'ensemble des professionnels de la discipline. Donc maintenant, on a désormais une newsletter que vous allez recevoir, principalement dans un premier temps par les mailing lists des différentes composantes de la discipline, mais qui permet de reprendre un petit peu les dossiers importants du CNP. Et donc on souhaite que cette newsletter soit trimestrielle pour que l'ensemble des professionnels puissent être informés de l'évolution des discussions, puisque ça concerne tout le monde et pas uniquement quelques initiés autour d'une table. 2 mots sur l'activité d'audit. Le CNP a repris à sa charge la réalisation d'audits qui permet d'analyser tous les aspects de l'organisation des services de réanimation, que ce soit une organisation générale, architecturale, médicale, infirmière, l'organisation des soins, et tout ça à la demande conjointe du chef de service et du chef d'établissement. Et donc vous pouvez, pour des questions d'organisation, de souhait d'améliorer
d'amélioration de la prise en charge des malades, solliciter cette activité d'audit. Il faut savoir que depuis le début des audits, c'est-à-dire 1995, il y a 51 audits qui ont été réalisés, autant dans des CHU que des CHG, des établissements privés à but non lucratif. Les motifs étaient les suivants: un changement de chefferie de service pour avoir un état des lieux et les perspectives, la fusion de certains services, une restructuration des démarches qualité. Et donc les responsables de cet audit, c'est un groupe qui est en train de se monter. Actuellement, il y a un responsable qui est Guillaume Thierry, mais qui est en train de constituer un groupe audit dans lequel il y a un certain nombre de personnes qui sont présentes au congrès. Et l'objectif, c'est d'avoir une visite de cadrage, de préciser les objectifs qui sont demandés à cet audit, et puis après on identifie les experts, on voit des questionnaires aux différents corps de métier exerçant dans le service, de manière à faire en sorte d'avoir un document de qualité par la suite. Et donc il ne faut pas hésiter à solliciter ce groupe d'audit qui viendra avec plaisir passer plusieurs jours dans le service, interroger l'ensemble des personnels pour pouvoir donner des pistes d'organisation et d'amélioration de la prise en charge des malades, et puis de la restructuration éventuellement de services quand il y a des restructurations de services. Voilà, j'en ai terminé. Juste pour faire un peu de publicité. Donc la semaine prochaine, il y a une visioconférence sur l'histoire de la dialyse, animée en partie par Jean-Pierre Queneau, présent dans la salle. Donc je voulais en faire une petite publicité. Et puis l'autre publicité, c'est pour le congrès de la société savante, qui est la SRLF, congrès réanimation du 11 au 13 juin, à laquelle je vous convie. Merci beaucoup. Je vous ai assommé. Merci beaucoup Nicolas. En regardant tes diapos, il y a un truc que je ne comprends pas pourquoi en USIP, le ratio est de une infirmière pour 4 lits. Pourquoi le ratio change entre le jour et la nuit? Alors que c'est des structures qui tournent pas mal souvent, et c'est des patients qui sont de plus en plus dans nos lits. Oui, alors ça a été des négociations difficiles, importantes. En fait, c'est les ratios qui, à ma connaissance, existent actuellement dans les USI cardiologiques, principalement. Et donc, c'était à partir du moment où on tombe dans une dénomination qui est unité de soins intensifs, il a fallu faire des concessions, et donc c'est pour ça que ce ratio a suivi ce qui existait déjà. C'est probablement une erreur, parce qu'en effet, on ne voit pas pourquoi l'activité, surtout dans nos USI polyvalentes à activité principalement médicale, on a autant d'activités, beaucoup plus même, 70% d'activités sur la permanence des soins, donc il n'y a pas de raison de croire qu'il y ait besoin de moins d'infirmières ou d'aides-soignantes. Donc c'était pas logique, honnêtement, c'est pas. Mais il a fallu faire des concessions, et je pense que c'est les concessions qui ont été faites à l'époque avec en plus une carence d'effectifs paramédicaux et c'est un rapport de force. Oui, je voulais juste savoir, donc, outre la publication des RFE récentes, là, à partir de quand est-ce que les contraintes de ratio personnel-lit deviendront opposables, si c'est le cas, en particulier pour la présence de jour pendant le week-end de garde, le fait qu'il y ait plus, que le réanimateur n'aurait pu être seul la journée? Alors, il y a deux choses. Les recommandations, ce ne sont que des recommandations formalisées d'experts. Elles ne sont pas opposables, puisque, en fait, par définition, elles ne sont pas écrites dans la loi. Donc ça, c'est pour les médecins, en tout cas, ça n'est pas écrit dans la loi. Donc ces recommandations ne seront vraisemblablement jamais opposables. Par contre, c'est un élément de discussion, c'est un élément de réflexion pour les services, de savoir comment optimiser l'effectif médical.
Et c'était l'objectif de ces recommandations formalisées d'experts, c'était d'essayer de trouver, en tout cas, un ratio qui paraisse cohérent, à la fois pour des directeurs, pour des médecins, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est du personnel médical. Pour le personnel paramédical, parce que vous avez vu que actuellement on parle d'un nombre d'infirmières pour un nombre de patients présents, ce qui est toujours, ce qui permet toujours aux directions de faire un calcul savant en disant que même si on a une infirmière pour 4 malades, c'est pas très grave parce qu'il y a des périodes de l'année où on a une infirmière pour un malade, donc voilà. Là, les ratios, c'est en nombre de lits autorisés et ouverts. Ces ratios seront à imposer à partir du moment où, les autorisations auront été données. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important que ces autorisations et de services de réanimation et d'unités de soins intensifs polyvalents soient données le plus rapidement possible. À partir du moment où l'autorisation est donnée par l'ARS de fonctionnement en réanimation et de soins intensifs polyvalents, les établissements ont 5 ans pour se mettre en conformité. C'est-à-dire que plus on attend à faire en sorte que cette réforme se mette en place sur les différents territoires, plus on recule le moment où effectivement ces ratios seront respectés. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. Et l'autre élément important que je vous donne et que vous pourrez aller discuter avec vos directions, c'est que à partir du moment où vous êtes autorisé à avoir une unité de soins intensifs polyvalents, votre établissement peut récupérer le supplément soins intensifs et plus seulement le supplément surveillance continue. Mais ça, il faut que l'autorisation ait été donnée et que vous ayez la qualification de soins intensifs polyvalents. Moi, j'ai une petite question, j'en ai même deux. Concernant les RFE, est-ce qu'on a une idée de l'éloignement actuel de la situation des établissements par rapport à ces RFE ? Alors, on n'a pas d'estimation très proche. On sait qu'il manquait, sur l'enquête qui avait été faite par le collège, 300 réanimateurs. Les ratios, c'était plutôt 0,36 équivalent temps plein par lit. Et nous, avec ces recommandations-là, on est plutôt entre 0,6 et 0,7. Donc, c'est-à-dire au moins le double de ce qu'il y a comme réanimateurs présents actuellement sur le territoire. C'est au minimum ça. Bon, c'est assez clair. Et l'autre question que j'avais, c'est par rapport aux audits. Est-ce qu'il y a systématiquement une situation de conflit pour la mise en place des audits ou en tout cas de problèmes à régler, pas nécessairement un conflit, mais un problème à régler et un vrai problème à régler, ou est-ce que ça peut aussi être un moyen de pression auprès des directions et justement une manière indirecte de mettre les directions dans la boucle d'un audit face au CNP pour faire comprendre aux directions qu'il va peut-être falloir qu'on respecte un petit peu plus les effectifs, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux? Alors, il y a les deux situations. Il peut y avoir des situations de conflit, mais c'est pas là où l'audit est le plus pertinent, en fait, parce que c'est pas forcément quand c'est explosif que on arrive à construire des choses et qu'on arrive, si c'est juste pour faire le constat qu'il y a des conflits, c'est pas forcément le plus intéressant. Par contre, en effet, il y a plusieurs fois où les audits ont été faits parce que certains chefs de service, au moment de leur nomination ou de leur prise de poste ou de changement ou de volonté d'évolution dans le service, avaient justement des questionnements et des interrogations avec leur direction sur le chemin qu'il allait falloir donner à l'évolution du service, notamment en termes d'effectifs médical, paramédical, et même si l'effectif paramédical est maintenant écrit dans la loi, donc c'est un peu différent, mais en tout cas pour l'effectif médical, ça peut être quelque chose de plutôt favorable. Le CHU de Besançon, par exemple, avait demandé un audit il y a 1 an et demi, et dans cette optique-là, parce qu'ils avaient du mal à avoir un effectif médical suffisant, et donc ça a plutôt été quelque chose de positif pour eux. Les directions sont... donc cette activité d'audit, je dois vous le dire, elle est tarifée, mais contrairement à c'est un audit qui est fait par des pairs. L'objectif n'est pas de faire de l'argent, c'est juste de pouvoir rembourser les frais de transport de ceux qui viennent. Donc en fait, les établissements, ça leur paraît ridicule ce qu'on leur demande.
Et même, on a failli ne pas être retenu dans certaines situations parce que, en fait, on ne demandait pas assez d'argent. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Juste Nicolas, sur les personnels non médicaux, l'histoire de la trajectoire, une infirmière pour des lits ouverts qui était un peu en suspens, là, on en est où du coup ? Alors, elle est toujours inscrite au calendrier de la DGOS. En effet, l'objectif, c'était une infirmière pour 2 lits ouverts. En fait, c'est ce qui était écrit dans le décret. C'est toujours en perspective. La problématique, pour l'instant, c'est que beaucoup d'ARS n'ont pas déjà fait le travail de donner les autorisations de réanimation et de soins intensifs polyvalents. Donc c'est pour ça que moi, de mon point de vue, là où il y a un véritable travail à faire et qui doit être rapide, c'est celui de la délivrance de ces autorisations et du fait que les professionnels insistent auprès des ARS pour que rapidement on sache quels sont les sites autorisés à faire de la réanimation et des soins intensifs polyvalents, quels sont les sites qui sont autorisés à faire du soins intensifs polyvalents dérogatoire. Et dans le même temps, on a demandé à la DGOS de réouvrir la problématique des unités de soins renforcés, puisque en fait, si des unités de surveillance continue n'ont pas les critères pour remplir le cahier des charges des unités de soins intensifs polyvalents dérogatoires dans les établissements qui ne remplissent pas le cahier des charges, il faut qu'on soit en capacité de donner autre chose derrière, une autre perspective aux établissements. Et donc, cette perspective, elle passe aussi par ces unités de soins renforcées, dont la problématique actuelle est celui de la caractérisation des malades qui sont dedans. Mais on a demandé la réouverture de ces dossiers de manière conjointe avec le président du CNP à RMPO fin février à la DGOS. D'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.